Ouvrons le premier livre du soir, un livre d'Anatole Mani, Géopolitique et géostratégie américaine, le piège ukrainien. L'auteur est ingénieur général des mines camerounais, environnementaliste, expert des traités internationaux sur l'environnement, consultant sur les questions environnementales et développement durable. Il jette le regard différentiel d'un Africain sur la géopolitique américaine ayant conduit au conflit qui ensanglante l'Ukraine. Anatole Mani, bonsoir et bienvenue au Point littéraire. Approchez le micro. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous autour de ce livre. On est tenté de se poser tout de suite la question, on regarde votre profil, qu'est-ce qui vous amène à parler des géopolitiques et géostratégie américaines, surtout le piège ukrainien? C'est également un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Il se trouve que, comme tout le monde, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, dans le monde, et notamment et particulièrement la géostratégie. Le hasard des choses a voulu que je fasse tous mes stages académiques dans la région actuelle où se déroule le conflit, c'est-à-dire le Donbass. De la première en 5e année, j'ai fait mes stages là-bas. J'étais étudiant à Saint-Pétersbourg, en Russie, et donc chaque année, j'allais faire mes stages là-bas. Donc c'est une région que je connais. Et donc ça m'a fait beaucoup de peine de voir que deux peuples qui vivaient en harmonie, parce que tout le temps que moi j'étais là-bas, je n'ai jamais vu un problème entre les Ukrainiens et les Russes. Et qu'aujourd'hui, les deux peuples se regardent en chien de faïence et puis se tirent dessus comme des lapins. Donc c'est ça qui m'a poussé, en tant qu'Africain, à jeter un regard sur ce conflit. Alors, le livre, à partir d'une inspiration, forcément de votre environnement, ce que vous avez vu, c'est le regard d'un Africain face à cette guerre, parce que vous avez vécu dans la zone qui est contenue dans ce livre? Oui, parce que j'ai vécu dans la zone. Je connais la zone, je connais l'Ukraine, pratiquement une bonne partie de l'Ukraine. Comme je l'ai dit, tout ça, en fait, c'est lié. Même l'Afrique n'est pas complètement étrangère à ce conflit. Oui. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire là-dessus. Vous avez dit que vous avez écrit pour 3 raisons au moins. D'abord, le fait d'avoir vécu là-bas. Ensuite, maintenant, il était question de donner votre point de vue sur un sujet aussi grave. Oui, j'ai pensé que, étant donné que j'avais quand même certaines informations sur la zone, je connaissais ce qui se passait, je connaissais comment les choses vivaient là-bas. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que bon, il faut que en tant qu'Africain, et surtout que bon, c'est un problème qui nous touche indirectement aussi. C'est pour ça que j'ai écrit sur ça. Tout part à peu près de l'après-Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis d'Amérique veulent devenir ou deviennent le gendarme du monde. Ils tirent la couverture de leur côté simplement en entrant dans la guerre et surtout en donnant la possibilité à un bloc sur le plan économique libéraliste face à un socialisme qui posait visiblement problème. Oui, il faut savoir que les Américains sont, avec les Soviétiques à l'époque, les principaux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les Américains vont, pour contrôler le monde et puis empêcher le communisme de s'étendre partout, ils vont utiliser les leviers que j'ai indiqués dans mon livre. Il s'agit des leviers militaires. Il y a d'abord l'OTAN qu'ils vont créer. Il y a le levier économique. D'abord, le levier militaire, qu'est l'OTAN, vous présentez un caractère pernicieux quand même à cette initiative. Pour vous, chaque fois que l'OTAN intervient quelque part, c'est l'entrée d'une armée. On constate que chaque fois que l'OTAN est intervenu quelque part, d'abord, il y a eu presque toujours après le désordre. Les désordres sont installés après. Bon, je ne veux pas revenir sur toutes les informations de l'OTAN, mais tout le monde voit comment ils sont intervenus un peu partout.
en Asie, même en Afrique, ils sont intervenus, en Europe, partout, et chaque fois, il n'y a eu que la désolation derrière. Bon, en Russie, il y a eu le plan sur le levier économique, le plan Marshall. D'abord. Le plan Marshall, le plan Marshall, c'était pour contrôler l'Europe de l'Ouest face au communisme. Pour empêcher, c'est-à-dire que pour empêcher que le communisme ne s'étende en Europe de l'Ouest. Oui. Il y a eu aussi le levier monétaire, la Banque mondiale, le FMI, c'est aussi son levier qu'ils ont utilisé. Il y a eu le levier institutionnel. Il y a le levier financier. Il y a eu le levier financier, le levier institutionnel, le levier médiatique. C'est-à-dire, ils ont essayé de contrôler les médias. La presse, oui. Un peu partout. Il y a eu les réseaux, les leviers sociétals, qui étaient les réseaux sociaux, tout ça, les médias. Internet. Tout ça. Donc, ils ont utilisé un certain nombre de leviers comme ça pour avoir le contrôle sur tout le monde entier. Parlant de la monnaie, justement, le dollar a toujours été celle-là qui a été désignée comme préférée pour les échanges. Les Américains l'ont imposée d'une certaine façon. Oui, le dollar est devenu la monnaie refuge à la place de l'or. Oui, donc ils ont utilisé le dollar comme monnaie refuge à la place de l'or pour contrôler tout. Oui. Parce qu'ils avaient la planche à billets, donc à chaque moment, ils pouvaient frapper comme ils voulaient. À côté de ça, vous avez cité le FMI, la Banque mondiale institutionnel, la FMI, la Banque mondiale. Mais vous estimez également que ces institutions sont... les grandes décisions sont prises par le Congrès américain. Un peu comme s'il s'agissait d'une institution nationale américaine. Oui. Vous avez vu que dans le livre, je convoque les écrits des Camerounais comme Abi Sakana, qui ont bien démontré dans leur livre comment ça se passe, et même Achille Bembe. Je me suis référé à eux pour vous expliquer vraiment ce qui se passe, n'étant pas spécialiste du domaine. Oui. Vous avez cité ces économistes qui ont travaillé effectivement dans le domaine respectif. Vous parlez du regard de la presse. Vous pensez que techniquement, les États-Unis d'Amérique ont souvent eu, à travers la presse ou certains journalistes, des informations. Pour vous, les journalistes ont quelquefois travaillé. Et d'ailleurs, c'est également reposant sur des déclarations. Les journalistes ont parfois servi les services secrets. Oui, ils sont cités dans mon livre. C'est des citations avec des références bien précises. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. La CIA s'est servi toujours des journalistes pour avoir l'information. Toujours. Comme la plupart des services secrets, la CIA n'est pas seule dans ce domaine. Oui. Moi, ils sont plus percutants. Plus offensifs. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Jusqu'à présent, les États-Unis d'Amérique se servent à travers les grandes firmes, Apple et autres. Facebook, WhatsApp, tout ça, c'est autant de leviers. Ce sont les leviers sociétaux qu'ils utilisent aussi. Ça, c'est pour le premier chapitre, quand vous considérez les États-Unis d'Amérique comme étant les gardiens du monde. Oui. En seconde partie, vous parlez de l'Afrique comme étant une réserve. En quoi est-ce que l'Afrique est considérée comme une réserve? Oui, à la conférence de Berlin, qui s'est déroulée de novembre 1984 à février 1985, les Occidentaux, les Européens se sont répartis, se sont partagés l'Afrique. Oui. Les Américains n'étaient pas tellement impliqués dedans, mais ils étaient là. D'ailleurs, tous les Européens étaient là. Bon, mais à la fin du partage, les grands gagnants, ça a été la France et l'Angleterre. Oui. Et vous savez que la Première Guerre mondiale est due à ça, oui. Au fait que l'Allemagne se sentait un peu lésée dans le partage. Donc, c'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Donc l'Afrique est donc restée la chasse gardée des pays européens, la France, l'Angleterre. Et donc je montre dans mon livre comment les Français sont, en fait, ils ne sont jamais partis. Ils sont partis pour rester. Contrairement aux Anglais qui, faisaient pratiquaient l'indirect rôle et qui ne voulaient pas qui colonisaient un peu, avaient une certaine distance. Oui. Alors les Français ont voulu l'assimilation.
Et ils n'ont pas voulu partir, même après, même au moment des indépendances, ils sont partis pour rester. Donc je démontre dedans comment les Français ont utilisé les Africains eux-mêmes pour tout contrôler. Avec les accords, que vous savez, les accords de coopération, les accords de Gaulle, qui faisaient que, bon, qui accordaient à la France tout le patrimoine, le sous-sol et tout ça. Oui. Je suis par exemple du Cameroun, oui, les accords là disaient que la France ne peut, un autre pays ne peut, le Cameroun ne peut s'adresser à un autre pays pour exploiter son sous-sol que si la France n'est pas intéressée. Oui. Donc, autant de sur choses. Les accords, hein, quand même. Oui. Bon, même sur le plan militaire, il fallait que c'est la France qui arme nos forces armées, qui forme nos forces armées et tout. Donc, en fait, ils ont tout gardé, quoi. Et si vous regardez bien, la France est là depuis plus de 100 ans, mais vous ne pouvez pas voir, comme je l'ai dit dans mon livre, vous ne pouvez pas voir un immeuble qui appartient vraiment à la France. Oui. Au Cameroun, ça n'existe pas. Il faut dire que vous parlez aussi de l'immigration qui serait une forme d'arme. Oui, je parle de l'immigration suscitée. Oui. Il ne faut pas penser que les Africains, il ne faut pas penser que l'immigration qui se passe, c'est le hasard, non. C'est quelque chose qui est bien pensé. Ils provoquent l'immigration pour vider l'Afrique de sa jeunesse. De ses talents, oui, de sa force de travail. Bon, je peux prendre le cas par exemple du Canada. Eux, ils sont allés même plus loin en pensant que une fois que vous avez constaté que ce sont les jeunes cadres qui émigrent là-bas. Oui. C'est pour eux que la migration est facilitée. Bon, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en place? Ils veulent que, une fois que les Africains auraient émigré là-bas, ils vont faire les enfants là-bas. Ces enfants-là seront des Canadiens. Des Canadiens, oui. Mais à la peau noire. Et une fois qu'ils auront été formatés, plus tard, ils reviendront en Afrique comme des Canadiens. Et comme coopérants, tout ça, dirigeants de projets et tout ça. Et les Africains vont se faire prendre au jeu parce qu'ils vont penser qu'ils ont en face des Noirs comme eux. Alors qu'en fait, ce sont des Canadiens. Ouais, non. Donc voilà dans le piège. Et ça, je tiens ça des Canadiens. Oui. Alors, vous parlez du nouvel ordre mondial. En quoi est-ce que l'Ukraine est une position stratégique dans cette nouvelle vision du monde? L'Ukraine est stratégique pour plusieurs raisons. Vous savez, les Occidentaux contrôlent tout. Jusqu'à présent, ils contrôlent tout le globe. Les mers, les océans, ils contrôlent tout. Mais il y a une seule région qui, jusqu'à présent, leur échappe encore. Oui. C'est le Caucase et l'Asie centrale. Et pour avoir accès au Caucase et à l'Asie centrale, il faut d'abord dire que, en fait, l'objectif des Américains, c'est la Chine. Mais pour arriver à la Chine, il faut d'abord démanteler la Russie. Parce que la Chine est un grand pays, mais qui a un très faible accès à la mer, seulement à travers la mer de Chine. Et cette mer de Chine-là est déjà contrôlée par les Américains, à travers le Japon, Taïwan, les Philippines et tout ça. Donc la marge de manœuvre de la Chine, même en mer de Chine, devient de plus en plus étroite. Alors la Chine a voulu sortir de ce guêpier en créant la route de la soie. Mais avant ça, pour empêcher la Chine de faire ça, il faut contrôler la Russie. Et pour contrôler la Russie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la démanteler. Oui. Vous avez vu dans mon livre que je fais beaucoup référence à l'ouvrage de Brzezinski, qui était responsable de la sécurité nationale aux États-Unis. Dans son livre, il a tout documenté. Comment les Américains vont utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. C'est écrit noir sur blanc et c'est même expliqué comment on fait. Et il ne faut pas aussi oublier que l'Ukraine est le ventre mou de la Russie. Tout à fait. Donc, pour affaiblir l'Ukraine, il faut passer par la Russie.
pour passer par l'Ukraine. Et vous êtes allé jusqu'à dire que si on enlevait à la Russie l'Ukraine, ce qui est sûr, c'est que la Russie ne serait plus, ne serait plus du tout un empire. La Russie ne serait plus qu'une puissance régionale. Oui. Et c'est ça qui était visé. Vous voyez? Parce que l'Ukraine, il faut voir que la bataille se joue surtout pour la Crimée. La Crimée, c'est une péninsule qui entre dans la mer Noire. Et si vous gagnez la Crimée, vous gagnez la mer Noire et vous gagnez le Caucase et l'Asie centrale. Donc, c'est pour ça que c'est une péninsule qui avait été conquise, qui avait été conquise par Catherine la Grande, l'impératrice Catherine la Grande, l'impératrice de Russie. Et la baie de Sébastopol, la crique de Sébastopol, est, au dire des experts, la meilleure crique marine d'Europe. Alors, c'est ça que les Occidentaux veulent. Oui. Ils veulent à tout prix occuper Sébastopol. En 1954, Khrouchtchev, qui était alors secrétaire général de l'Union soviétique, avait pris un décret pour annexer ça à l'Ukraine. Parce qu'en fait, c'est une péninsule russe. Il a pris un décret là, annexer ça à l'Ukraine. Parce que, pour la simple raison que c'était le même pays et que la Crimée a un continu territorial avec l'Ukraine. Donc, pendant le... Je m'excuse. Alors, lorsque l'Union soviétique se désintègre, les Occidentaux ont peur que la Russie va réclamer la Crimée. Oui. Va réclamer sa Crimée. La Russie ne dit rien, parce que jusqu'alors, avec l'Ukraine, il n'y avait pas de problème. Bon, mais comme les Russes ont vu les manœuvres que les Occidentaux faisaient pour entrer en Ukraine et l'affaiblir, et que ce qui était visé, c'était la Crimée, ils ont donc profité, les Russes ont donc profité, comme je le demande dans mon livre, ont profité du coup d'État de Kiev, oui, en 2014 pour reprendre dans le cafouillage, pour reprendre la Crimée. Oui. Et quand je dis coup d'État, je pèse mes mots parce que le président d'alors avait été élu démocratiquement, puisqu'il était même dans l'opposition. Il a gagné les élections étant dans l'opposition. Après, on a organisé un coup. Ceux qui ont lu mon livre ont vu le rôle que la CIA a joué dedans. Oui. Et ça, c'est l'outil même des responsables américains. Hein. C'est eux, même le chiffre vient d'eux. D'accord. Pour faire tomber ce gouvernement-là. Et installer un gouvernement pro-occidental qui va leur permettre d'accéder à la Crimée. Et donc à la mer Noire, au Caucase et tout ça en Asie. Parce que comme j'ai dit, c'est la seule région du monde qui ne compte pas encore. Oui. Dans le nouvel ordre mondial, il est question... aujourd'hui, cela s'impose un peu comme une réalité irrévocable. On va vers la multipolarité. Les États-Unis d'Amérique risquent de perdre le pied sur, du moins en termes d'influence dans le monde. Oui, c'est ça qui est souhaité même par l'ensemble du reste du monde, hein. Même les Africains en premier. Il faut que chacun ait son mot à dire. On ne peut plus continuer à laisser qu'une partie du monde, qu'une partie du monde dicte sa loi à tout le monde. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que je disais que les Africains, à l'heure actuelle, pratiquent la politique de Mandela. C'est-à-dire que on traite avec ceux qui traitent avec nous, on traite avec ceux qui défendent nos intérêts. On ne veut plus se laisser embarquer comme ça. Vous avez vu qu'à l'ONU, par exemple, les Africains, la France, parlaient au nom de 14 pays africains, oui, même sans demander leur avis. Ce qui n'est pas normal. Ouais, donc c'est un peu à ça c'est un peu à ça maintenant qu'il faut que les Africains aussi essaient de réfléchir pour ne pas toujours être à la traîne des autres. Oui. Il faut que l'Afrique ait son mot à dire. Oui, il faut que l'Afrique ait son mot à dire. Et ça, ce n'est que dans la multipolarité que c'est possible.
Géopolitique et géostratégie américaine, le piège ukrainien, le livre est disponible sur la place publique. On peut facilement l'avoir à Yaoundé, je l'espère. Oui, oui, il est disponible dans la plupart des librairies de la place. Oui, Mhm. on peut l'avoir. Et peut-être un numéro de téléphone possible pour ceux qui nous écoutent ce soir, s'ils souhaiteraient avoir soit l'auteur pour échanger avec lui ou même pour avoir un livre. Oui, je réponds au numéro de téléphone 698 77 86 82 et 677 79 41 20. D'accord. Géopolitique et géostratégie américaine, le piège ukrainien. S'il y a lieu de lire, pourquoi est-ce qu'on devrait absolument lire pour les Africains aujourd'hui qui, dans l'Afrique où souffle un vent de prise de conscience? Oui, il faut le lire parce que en fait, la guerre ne commence pas le 22 février. La guerre a commencé avant. Et c'est une forme latente. La guerre a commencé avant. Et nous devons être assez vigilants parce que les Africains doivent être très très vigilants parce que il y a des loups qui se déguisent en brebis et qui se présentent devant nous. Si on n'est pas assez vigilant, on ne va pas savoir. Parce que même le piège là, le piège, pourquoi le piège ukrainien? Parce que les Américains ont mis en place un piège ils ont tendu le piège de telle manière que les Russes sont obligés de tomber dedans. Ouais, non, qu'ils sont obligés d'intervenir. Et maintenant, ils ont préparé un paquet de sanctions avec lesquels ils pensaient que, bon, dès qu'ils vont tomber dans le piège, ils vont appliquer les sanctions, l'économie russe sera à terre. Oui. Et ils vont profiter donc de ça maintenant pour susciter des mécontentements parmi la population, oui, et puis de démanteler le pays. Donc c'était dans ça. Mais pour une fois, les Africains ne sont pas tombés dans le piège, hein, puisqu'ils ne sont pas prononcés. Ils ont préféré garder le silence. Pour approfondir la connaissance de la réflexion d'Anatole Amani, le livre est donc disponible, il est possible d'aller le consulter. Merci d'être venu à la radio, merci d'avoir répondu. C'est vrai, 30 minutes, c'est pas long. Merci d'avoir répondu à l'essentiel quand même des questions. Et le reste des préoccupations, les auditeurs pourront aller trouver réponse dans l'ouvrage. Merci à vous, malgré votre état de santé un tout petit peu fragile. Merci aussi de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce livre. Il est vraiment, je pense que c'est un livre qu'il faut lire pour comprendre réellement ce qui se passe parce que nous aussi sommes impliqués par cette crise. L'Afrique est concernée. Oui, est concernée par cette crise. Comme je l'ai dit, c'est le regard narratif d'un Africain sur le conflit. D'accord.